Toutefois, il pensait que la Russie devait combattre ce partage. Elle devait avoir à craindre par là les croisements et l'agglomération de l'Allemagne contre elle. L'un de nous ayant observé que l'Autriche devait s'y opposer aussi, dans la crainte de n'avoir plus un soutien nécessaire contre les entreprises de la Russie, et ayant de plus mentionné qu'elle pourrait vouloir être utile au roi de Rome et s'en servir. L'empereur a répliqué: oui, comme d'instrument de menace peut-être, mais jamais comme un objet de bienveillance. Il doit leur être trop redoutable. Le roi de Rome serait l'homme des peuples. Il sera celui de l'Italie. Aussi, la politique autrichienne le tuera. Peut-être pas sous son grand-père, qui est un honnête homme, mais qui ne vivra pas toujours. Ou bien encore s'il est mort de nos jours, n'admettant pas un tel attentat. Alors ils essaieront abrutir ses facultés, ils les battront. Et si enfin il échappait à l'assassinat physique et à l'assassinat moral, si sa mère et la nature venaient à le sauver de tous ces dangers, alors, a-t-il répété plusieurs fois, comme en cherchant comme alors, car qui peut assigner les destinées d'aucun ici-bas? L'empereur est retourné de là à l'Angleterre, concluant qu'elle seule était véritablement intéressée à la destruction de la France et dans l'abondance et la mobilité de son esprit. Il s'est mis à parcourir les divers plans qu'elle pouvait suivre. Elle ne devait pas trop y croître. La Belgique, disait-il autrement, envers lui deviendrait formidable comme sous la France. Elle devait laisser les Bourbons dans les centres avec 8 ou 10 millions d'habitants seulement et les environner des princes du roi de Normandie, Bretagne et quitter les provinces, et telle sorte que Cherbourg, Brest, la Garonne et la Méditerranée laissaient trouver son don des mains différentes. C'était, disait-il, faire rétrograder la monarchie française de plusieurs siècles, faire recommencer les premières cavettes et manager au Bourbon quelques certaines années de nouveaux efforts pénibles et laborieux. Mais heureusement, on peut en arriver là à observer l'empereur. L'Angleterre devait avoir à surmonter des obstacles invincibles. L'uniformité de la division territoriale en départements, la similitude du langage, l'identité des mœurs, l'universalité du code, la généralité des médicis et la gloire, la splendeur que j'ai léguée. Voilà autant de nudes indissolubles d'institutions vraiment nationales. Avec cela, on ne morcelle pas, on ne dissout pas un grand peuple où il se renouvelle et ressuscite toujours. C'est les géants de l'Arioste que l'on voit courir après chacun de ses membres, abattu sa tête même à la replacer et combattre de nouveau. Ainsi, a dit alors quelqu'un, la vertu et la puissance du géant déniant à un seul cheveu arraché. Et si les cheveux vitaux de la France devaient être Napoléon, non, a repris assez brusquement l'empereur. Ce ne saurait être mon souvenir et mes idées survivraient encore. Et puis, reprenons
il a dit, avec ma France. Au contraire, l'Angleterre devait naturellement finir par n'en être plus qu'un appendice. La nature l'avait fait une de nos îles aussi bien que celle l'Oréron ou de la Corse. À quoi tient-nous la destinée des empires, disait-il, que nos révolutions sont petites et insignifiantes dans l'organisation de l'univers. Si au lieu de l'expédition d'Égypte, j'eusse fait celle d'Irlande, si de légers dérangements n'avaient mis obstacle à mon entreprise de Boulogne, que pouvait être l'Angleterre aujourd'hui? Que serait le continent? Le monde politique? 23. Après le dîner, l'empereur a lu Édipe, qu'il a extrêmement vanté, puis Brutus, dont il a fait une analyse très remarquable. Voltaire, disait-il, n'avait point entendu ici le vrai sentiment. Les Romains étaient guidés par le mur de la patrie comme nous le sommes par l'honneur. Ou Voltaire ne peignait pas le vrai sublime de Brutus, sacrifiant ses enfants malgré ses angoisses paternelles au salut de la patrie. Il en avait fait un monstre d'orgueil. Immolant ses enfants à sa situation présente, à son homme, à sa célébrité. Tout le nœud de la pièce, continuait-il, était conçu à l'Avènement. Tuileries était un forcené qui mettait le marché à la main pour son lit, et non une femme attendre dont la séduction et l'influence dangereuse pouvaient entraîner au crime. 26. L'empereur m'a fait appeler vers les 2 heures. Il n'était pas bien. Il était fatigué, souffrant. Nous avons parcouru quelques journaux. Ces journaux nous disions que son frère Joseph avait acheté des grandes propriétés au nord de l'État de New York, sur les fleuves Saint-Laurent, et qu'un grand nombre de Français s'est groupé autour de lui de manière à fonder bientôt un établissement. On observait que le choix de lieu semblait être fait dans les intérêts des États-Unis et en opposition à la politique de l'Angleterre, car dans le sud, à la Louisiane, par exemple, les réfugiés n'auraient pu avoir d'autres vues et d'autres avenirs que le repos et la prospérité domestique, tandis qu'au lieu où on les plaçait, il avait évident qu'il devait en devenir bientôt un trait naturel pour la population du Canada, déjà française, et former par la suite une forte barrière humaine. Un point aussi contre les Anglais, qui en sont encore les dominateurs. L'empereur disait que cet établissement devait compter un peu de temps, une réunion d'hommes très forts dont tous les gens s'y remplissaient leur devoir. Ajoutait-il, il sortirait de la d'excellents écrits, des réfutations victorieuses du système qui triomphe aujourd'hui en Europe. L'empereur avait déjà eu à l'île d'Elbe quelques idées semblables